Steve Nadjar au micro du 14h de Radio J, votre grand rendez-vous avec l'actualité. C'est un plaisir de démarrer la semaine à vos côtés. On est parti pour 30 minutes du meilleur de l'info. Un 14h à suivre sur les sites et applications de Radio J. Tout de suite, on fait le point sur les dernières nouvelles avec le journal. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour Steve. Le taux de positivité au coronavirus en Israël continue d'augmenter. Il s'élève à 12%, soit le total le plus élevé depuis le début de la pandémie. Le ministère de la Santé israélien a identifié 2257 cas supplémentaires de coronavirus les dernières 24 heures. L'État hébreu compte plus de 27 000 cas actifs. Parmi eux, 449 patients sont dans un état grave et 137 sous assistance respiratoire. 1022 personnes sont décédées de la Covid-19 depuis le début de la pandémie. Et Benjamin Netanyahou a demandé de reporter une discussion à la Knesset prévue aujourd'hui pour discuter de l'inefficacité de son gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire. Et dans ce contexte, une scène émouvante ce matin à Tel Aviv. 1019 chaises vides ont été placées sur la place Rabin pour représenter les morts du coronavirus. C'est le mouvement Standing Together qui a organisé l'exposition avec une chaise pour chaque personne que le gouvernement était censé protéger mais a abandonné. Chaque chaise portait une pancarte avec le nom et le numéro de la personne décédée à cause du virus. Le nombre de morts est depuis passé à 1022. Et puis avec plus de 3000 cas diagnostiqués par jour, Israël est devenu, Gabriel, le pays au monde le plus touché par la pandémie par rapport à son nombre d'habitants. Un taux de mortalité en forte hausse mais relativement modéré comparé à d'autres nations. L'épidémie suit en tout cas une courbe exponentielle depuis le début de l'été. Pour l'instant, elle n'a pas conduit à une saturation des places réservées dans les hôpitaux aux malades en situation critique. Dans ce contexte, le gouvernement israélien a approuvé la nuit dernière un couvre-feu nocturne dans une quarantaine de villes classées rouges. Ce couvre-feu nocturne débutera ce soir en raison du taux de morbidité élevé au coronavirus. Il a été décidé au lieu d'un confinement local dans ces zones. En revanche, les écoles seront fermées pendant la journée. Et l'armée israélienne qui continue d'être mobilisée sur le terrain, des milliers de soldats seront envoyés dans les zones dites rouges. C'est ce qu'a déclaré Benny Gantz. Le ministre de la Défense était en visite à Kfar Qassem, une ville présentant un fort taux de morbidité. Les militaires seront déployés pour réduire le nombre de cas de Covid-19 dans le pays. Nous ne sommes pas venus pour punir, nous sommes venus travailler ensemble, a affirmé le leader de l'Alliance Bleu-Blanc. Et puis encore un mot sur la Covid-19 en Israël avec une bonne nouvelle pour les touristes. La Grèce a autorisé les Israéliens à se rendre sur l'île de Rhodes sans avoir besoin de se mettre en quarantaine. L'île est ainsi ajoutée à la liste des zones pouvant être atteintes par les touristes via des vols directs depuis Israël. Comme pour les autres destinations grecques, les passagers devront présenter à l'arrivée à Rhodes un test de dépistage au coronavirus négatif effectué au moins 72 heures avant le vol. Sécurité maintenant, 2 Bédouins ont été inculpés aujourd'hui pour avoir planifié un attentat à la bombe. Ils sont soupçonnés d'avoir planifié un attentat pour le compte du Hamas. Le Shin Bet a déclaré avoir déjoué cette attaque au sud de Rehovot après l'arrestation de Mahmoud Magdad, âgé de 30 ans. Selon l'agence de sécurité intérieure, il a d'abord été recruté pour recueillir des renseignements sur le Negev et ces derniers mois, il a été chargé et formé pour mener une attaque explosive en Israël. Benny Gantz, dont on parlait il y a quelques instants, le ministre de la Défense a autorisé la construction de près de 5000 logements en Judée-Samarie, Gabriel. Ce projet avait été gelé pendant 6 mois, une concession faite aux États-Unis selon un député du Likoud. Le Premier ministre adjoint vient d'autoriser le comité de planification à se réunir et lui a permis de donner le feu vert à ce projet à condition que le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne bloque pas le processus comme il l'a fait dans le passé. C'est la crainte du président de la Knesset. Dans divers entretiens accordés ces derniers jours, Yariv Levin a confirmé que le Likoud avait en effet bloqué la construction en Judée-Samarie au cours des derniers mois dans l'espoir que cette mesure persuaderait les Américains de permettre à Israël d'appliquer sa souveraineté à la Judée-Samarie et à la vallée du Jourdain. Le drame avait suscité l'émotion de la société israélienne. Le terroriste palestinien ayant assassiné le rabbin Shai Ohayon lors d'une attaque au couteau à Petah Tikva, ce terroriste a été accusé de meurtre aujourd'hui, Gabriel. Avant l'attaque, le terroriste palestinien de 46 ans, Khalil Douakat, avait, selon l'acte d'accusation, prévu d'assassiner des civils israéliens ou des membres du personnel de sécurité pour la Palestine, le peuple palestinien, pour la mosquée Al-Aqsa et pour Allah. Il a poignardé à 3 reprises le rabbin Ohayon. Selon certaines informations, le suspect souffrait de troubles mentaux et avait été soigné par des responsables de la santé de l'autorité palestinienne. L'actualité en France maintenant, Olivier Véran voudrait raccourcir le délai de 14 jours d'isolement actuellement appliqué
appliqués aux malades de la Covid-19 et à leurs cas contacts. Le ministre de la Santé estime que cette durée est sans doute et a mandaté le conseil scientifique sur la question. Actuellement, il est recommandé aux malades présentant des symptômes légers ou ayant été en contact avec un cas de Covid-19 de respecter un auto-isolement de 14 jours sans contrainte. Un nouveau délai pourrait être bientôt annoncé par le gouvernement. Il serait de 7 jours. Le professeur Rémi Salomon, invité d'Europe 1 ce matin, pense que réduire ce délai d'isolement serait une bonne idée. Je pense qu'effectivement, comme l'a très bien dit votre invité, la contagiosité, elle est essentiellement lors des premiers jours, de la première semaine. Je voudrais dire un mot des tests à ce sujet. Des tests, on en parle beaucoup, on en fait beaucoup. Plus de 1 million, je crois, disait Olivier Véran, notre ministre de la Santé, par semaine. Ce qu'il faut surtout, c'est bien cibler les tests, comme le disait l'invité, sur les populations les plus à risque de transmettre et également d'avoir des tests et des résultats rapides de ces tests. Le professeur Rémi Salomon, tout à l'heure, invité de nos confrères d'Europe 1. La pandémie de coronavirus qui continue de gagner du terrain dans le pays, Gabriel. Plus de 7000 nouveaux cas ont été rapportés les dernières 24 heures en France. L'évolution des autres indicateurs reste inquiétante. 58 nouveaux foyers de contamination ont été détectés. Le taux de positivité continue, lui, d'augmenter. Il a atteint 4,9% hier. Et puis, 4e journée aujourd'hui du procès des attentats de janvier 2015, journée consacrée au déroulé des attentats. Des images de l'attaque de Charlie Hebdo ont été diffusées dans une grande émotion. Certaines parties civiles ont dû quitter la salle, visiblement ébranlées par des images des caméras de surveillance. On peut y voir les frères Kouachi abattre les membres de la rédaction et la scène de crime où gisent les victimes. Après avoir essuyé les critiques des avocats sur le port obligatoire du masque pendant l'audience, le président de la cour d'assises spéciale a indiqué aujourd'hui que le masque sanitaire était bien obligatoire à l'audience, y compris pendant les prises de parole. Les responsables de l'explosion sur le site nucléaire de Natanz en Iran ont été identifiés. C'est l'actualité internationale du jour, Gabriel. C'est ce qu'a déclaré un responsable de la République islamique. Cet incident était malheureusement un acte de sabotage et les organisations de sécurité devraient étudier l'incident de manière approfondie et elles doivent en parler et leurs enquêtes se poursuivront, a expliqué Behrouz Kamavaldi, porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, selon l'agence de presse Fars. Il a ajouté qu'aucune information supplémentaire ne pouvait être fournie car l'enquête était toujours en cours. C'était l'un des événements du week-end. Un homme soupçonné de meurtre après une attaque au couteau hier matin à Birmingham a été arrêté. Une attaque qui a fait 1 mort et 7 blessés en Grande-Bretagne. Les victimes semblent avoir été visées au hasard selon la police britannique. D'après les premiers éléments de l'enquête, rien ne permet de retenir à ce stade une hypothèse terroriste ou celle d'un crime haineux, pas plus que celle d'un conflit entre gangs, a expliqué hier l'un des responsables de la police, Steve Graham, lors d'une conférence de presse. Et puis on repart en Israël pour terminer ce journal. La chanteuse israélienne Eden Benzaken s'est produite hier, Gabriel, lors d'un mariage à Kfar Saba, mais son interprétation a été interrompue. Des policiers sont en effet arrivés sur les lieux et ont arrêté le spectacle à plusieurs reprises en raison de la surpopulation et du non-respect des directives du gouvernement. Les musiciens de la chanteuse portaient des masques et cette dernière a même demandé à plusieurs reprises aux célébrants de garder leur distance. Le spectacle a ensuite repris après que les célébrants se soient éloignés les uns des autres et qu'il n'y en avait plus que quelques dizaines sur la piste de danse. La chanteuse s'est produite pendant 45 minutes environ au mariage. Et on rappelle à tous nos auditeurs et auditrices de bien garder vos masques, y compris lors des célébrations familiales. Merci Gabriel Attal. On part tout de suite en Israël où nous attend notre correspondante permanente. Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Steve Nadjar. On vous retrouve tous les jours aux alentours de 14h10 pour votre direct de Jérusalem. Pascal, on vient cet après-midi ensemble sur l'accord signé vendredi entre la Serbie et le Kosovo, un accord dit de normalisation économique entre les deux États, signé à la Maison-Blanche, un accord historique selon Donald Trump, même si Belgrade refuse toujours de reconnaître l'indépendance du Kosovo, proclamée en 2008. Mais ce qui a suscité, Pascal, un grand étonnement, y compris parmi certains des participants, c'est l'annonce par Donald Trump du prochain transfert de l'ambassade serbe à Jérusalem. De quoi s'agit-il précisément, Pascal ?
Comme vous l'avez souligné, Steve, c'est quand même un tout petit peu déroutant. Qu'est-ce qu'Israël vient faire dans un accord économique entre la Serbie et le Kosovo? Apparemment, c'est encore une des initiatives inattendues de l'administration Trump, qui a effectivement une approche diplomatique un petit peu atypique et qui a apparemment décidé d'optimiser ce rapprochement entre les Serbes et les Kosovars en y ajoutant un ingrédient israélien, puisqu'on parle de normalisation, bien effectivement, pourquoi ne pas rajouter une reconnaissance par la Serbie de Jérusalem comme capitale d'Israël, avec projet à terme d'y transférer son ambassade, puisque la Serbie et Israël ont déjà des relations diplomatiques, et puis que le Kosovo et Israël se reconnaissent mutuellement. Alors là, effectivement, étant donné que le Kosovo est un État, un des États de l'ancienne Yougoslavie, mais à majorité musulmane, non arabe, évidemment, ça attire l'attention. Donc, effectivement, cet ingrédient israélien vient s'ajouter à un accord économique entre deux pays dont le conflit dure maintenant depuis une douzaine d'années, et apparemment à la satisfaction de tout le monde, puisque même si la Serbie et le Kosovo, a priori, n'auraient peut-être pas pensé à ça tout seul, la contrepartie américaine économique est apparemment suffisamment alléchante pour pouvoir ajouter cette clause à leur accord. Pascal, en quoi ce rapprochement avec des États des Balkans peut être bénéfique à la diplomatie israélienne ? D'abord, évidemment, le plus Israël a d'interlocuteurs qui lui sont favorables à travers le monde, et meilleure est sa position diplomatique, même si pour l'instant le Kosovo et la Serbie, c'est vraiment une constellation spécifique à part des suites de cette guerre de l'ex-Yougoslavie, et généralement, disons, on évite de s'approcher trop près des problèmes intérieurs et inhérents aux Balkans quand on peut l'éviter. Mais là, effectivement, de cocher encore une case d'un État à population majoritairement musulmane qui reconnaissent Israël, évidemment, c'est toujours bien dans le tableau. Mais il y a aussi surtout quand même une certaine part d'inconnu. Et surtout, a fortiori, bien évidemment, s'il est en Europe. Mais il y a quand même aussi un certain nombre d'inconnus dans cette initiative. Pascal, que cherche à faire Donald Trump en liant ces deux dossiers qui, a priori, vous l'avez bien expliqué, n'ont absolument rien à voir? Est-ce qu'il faut y voir seulement un calcul électoral à 2 mois de l'élection présidentielle américaine? Alors c'est vrai, Steve, je crois que vous avez tout à fait raison de le souligner. Donald Trump est évidemment d'abord en campagne pour sa réélection. Il faut essayer aussi de faire un zoom arrière, c'est-à-dire à la fois du point de vue électoral, plus Donald Trump peut marquer de points sur le dossier israélien, de points diplomatiques s'entend, et plus cela satisfera une partie de son électorat, qu'il s'agisse de l'électorat juif traditionnellement républicain, donc orthodoxe, soit une partie des chrétiens évangéliques, effectivement, qui soutiennent Israël. D'autre part, en ce qui concerne, effectivement, faire avancer des dossiers comme celui de la Serbie et du Kosovo, ça s'inscrit là aussi dans le bras de fer vis-à-vis de la Chine, puisque la Serbie était d'abord un allié de la Chine et de la Russie, et à travers cet accord même simplement économique, Trump parvient à la sortir en quelque sorte de l'orbite sino-russe. Donc il y a des avantages clairs effectivement pour Donald Trump, mais c'est vrai que ce mélange des genres est un peu déroutant. Alors Benjamin Netanyahou s'est félicité rapidement de l'annonce de cet accord et de ses conséquences pour Israël sur Twitter, et vous m'arrêtez si je dis une bêtise, Pascal, pendant Shabbat, ce qui est extrêmement rare pour un premier ministre israélien. C'est bien ça, hein, le tweet a bien été posté pendant Shabbat. Le tweet est sorti effectivement un tout petit peu après l'entrée de Shabbat. Décalage horaire avec Washington oblige. Effectivement, la réunion était déjà en cours, mais le temps que l'annonce soit faite, effectivement, Israël de son côté était déjà entré dans le Shabbat. Il y a quelques décennies, ça avait posé quelques problèmes. Un ancien Premier ministre, Yitzhak Rabin, pour ne pas le citer. Quelle réaction cette annonce, Pascal, a-t-elle suscité dans le monde arabe ?
Dans le monde arabe, disons assez peu de réactions. On est toujours dans l'effet d'annonce, surtout de la normalisation avec les Émirats arabes unis, qui s'avance à grands pas vers un accord de paix proprement dit. Donc le Kosovo reste quand même quelque chose d'assez marginal. Celui qui en revanche n'a pas manqué de critiquer ouvertement cette annonce, c'est le président turc Tayyip Erdogan. Mais disons, en dehors de cela, on reste... Et des Palestiniens, et de l'autorité palestinienne qui condamne et qui s'indigne de cette insulte faite au peuple palestinien. Absolument, bien évidemment, puisque là encore, c'est un glissement diplomatique, un nouveau recul pour l'autorité palestinienne qui voit peu à peu, effectivement, son statut diplomatique international grignoté par toutes ces initiatives où l'on voit que le règlement du conflit israélo-palestinien n'est plus un préalable, ou plus autant un préalable à la normalisation des relations entre le monde arabo-musulman et l'État d'Israël. Merci Pascal de ce décryptage. Pascal Zonshine tous les jours sur Radio J à 14h pour un direct de Jérusalem. Et c'est un grand plaisir. À demain Pascal. À demain Steve, bon après-midi. 14h15, on va marquer une pause. Dans un instant, le grand entretien de ce 14h en compagnie du député israélien du parti Chasse, Yossi Taïeb. Vous êtes bien sûr Radio J. À tout de suite. Radio J. Réveillez-vous de bonne humeur tous les matins avec Judith Mergui. Toi, t'en as marre des juifs ? Non mais les gars, on avait dit qu'on arrêtait avec ça. Oh là là, c'est tellement 1945. Tiens, demande à Mélenchon, il est ceinture noire en manif, 3e dan, option échauffourée, médaille d'or, protestation urbaine. Je n'aime pas ce Cyril Hanouna, il en fait trop. Ça donne une mauvaise image à la communauté. Qu'est-ce que les gens vont penser après ? Qu'on parle fort et qu'on en fait des tonnes ? Judith Mergui, 7h40 sur Radio J. Chez Optical Center, avec l'offre unique, vos lunettes sont à moins 40%, monture et verre compris. En plus, une deuxième paire est offerte. Ah mais c'est super ça. Et je peux choisir n'importe quelle marque. Absolument. Et je peux l'offrir à mon mari, parce que j'ai l'impression qu'il en a besoin là. La paire offerte est pour vous ou qui vous voulez. Venez, on va faire l'examen de vue ici. L'offre unique d'Optical Center, moins 40% sur toutes les marques, montures et verres, ainsi qu'une deuxième paire offerte pour vous ou qui vous voulez. Valable du 1er septembre au 30 novembre 2020. Dispositif médical, examen de vue réservé aux plus de 16 ans ne constitue pas un acte médical. Conditions en magasin. Leader Cash, jamais 203. Après Paris 19e et Levallois, Leader Cash vous accueille dans son 3e et nouveau magasin à Gagny. Leader Cash, viande sous vide, salade, traiteur artisanal, surgelé, fruits légumes, laitage, vaste rayon de boissons et un stand de pâtisserie. Leader Cash, 82 rue Petit, Paris 19e, 81 rue Jules Guesde à Levallois, 71 avenue Henri Barbus à Gagny. 3 magasins pour le meilleur et pour le prix. Leader Cash vous souhaite Hak Sameach. Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie du 14h de Radio J. Tout de suite, le grand entretien de cette édition. Yossi Taïeb, bonjour. Bonjour, bon après-midi, comment allez-vous ? Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député du parti orthodoxe Chasse et l'un des rares élus francophones de la Knesset. Alors le gouvernement israélien, on l'a vu, a approuvé hier un couvre-feu nocturne dans une 40aine de villes classées rouges, des villes situées dans des quartiers orthodoxes et arabes israéliens. Monsieur le député, estimez-vous que c'est une bonne décision ? Malheureusement, non, et une décision qui n'est pas basée sur du professionnalisme. Nous pensons, et c'est notre point de vue, c'est que on ne va pas avoir le choix. Nous allons être obligés dans les jours à venir, voire dans une semaine, 2 au plus tard, de rentrer dans un couvre-feu généralisé. Par contre, donc pas seulement limité aux 40 villes situées dans des zones rouges. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas l'intérêt de rentrer tout de suite donc dans les 12 à 24 heures qui arrivent, 40 villes, sous un couvre-feu obscurne. Je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est ou de mettre en place d'une manière immédiate un confinement général sur tout Israël, parce que le programme du professeur Gamzou est un programme qui aurait pu être réaliste dans la mesure où on se serait trouvé à 300 voire 400 malades. Malheureusement, aujourd'hui, on passe la barrière des 2500 voire 3000 malades par jour.
on a aujourd'hui la seule possibilité de pouvoir stopper ça, c'est de mettre en place un confinement général. C'est la raison pour laquelle le leader du parti, le ministre de l'Intérieur, Harry Déry, a voté hier contre justement ce confinement nocturne généralisé. Et c'est donc ce qui sera préconisé dans quelques minutes par votre parti qui se réunit pour sa réunion hebdomadaire, le confinement généralisé du pays. Exact. Mais en parallèle à ça, on est conscient du problème que ça va engendrer sur le plan économique, sur le plan sanitaire, bien entendu, qui va faire descendre le taux des malades. On est les premiers en tant que parti social et le seul aujourd'hui à la Knesset. On est les premiers à savoir ce que ça peut engendrer et les problèmes. Mais malheureusement, je le répète, dans le programme du professeur Gamzou, il n'a pas pris en compte comment s'occuper de ces choses qui vont arriver, que ce soit sur le plan économique, sur le plan alimentaire, etc. C'est-à-dire que mettre en place un confinement sur les 40 villes, on était contre. Maintenant, venir et poser un confinement nocturne généralisé pour un laps de temps d'une semaine, voire deux, le temps que le pays et le gouvernement puissent se mettre en place pour mettre un confinement généralisé sur Israël à part entière. Donc, si je vous comprends bien, Yossi Taïeb, on voit jusqu'au fait de Rosh Hashanah, hein, ça nous amène à ça 2 semaines. Tout à fait. Ça nous amène jusqu'au fait de Rosh Hashanah. Malheureusement, tel que les choses se déroulent, je pense qu'on risque d'un confinement généralisé d'Israël, peut-être même jusqu'à après Sukkot. Yossi Taïeb, vous l'avez dit il y a un instant, les ministres du Chasse et de Yehudut HaTorah ont fait pression hier sur Benjamin Netanyahou pour qu'il renonce à cette décision de couvre-feu nocturne partielle. Le Premier ministre israélien a seulement accepté de réduire le nombre de villes concernées par ce couvre-feu. Est-ce que la coalition est aujourd'hui menacée ? Non, on n'en est pas là. On est en très bon terme avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et on n'a en aucun cas, et d'ailleurs le leader du parti l'a dit, contrairement à ce qu'avait fait M. Litzman, le ministre Litzman, qui avait envoyé une lettre à Bibi. Harry Déry l'a dit clairement sur tous les plateaux qu'il n'envoie pas de lettre à Bibi et qui en aucun cas du côté de Chasse on menace le Premier ministre, on est avec lui à 100%. Juste au niveau de ce problème-là, du confinement, Harry Déry lui a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, et à Gamzou, et au ministre de la Santé, et au Premier ministre, que ce qu'il regarde, ce qui l'amène à prendre des décisions, c'est les données professionnelles qu'il reçoit. Et aujourd'hui, ce qu'on a en face de nos yeux, ce sont des données qui, de toute manière, tout le monde le dit, que ce soit le ministre de la Santé, le professeur Gamzou, le Premier ministre, nous disent que dans une semaine, voire 2 semaines, on va de toute façon arriver à être obligé de mettre en place un confinement généralisé. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas le besoin et en quoi ça pourrait aider de mettre maintenant, tout de suite, un confinement sur ces 40 villes, ça c'est sûr, mais non plus un confinement nocturne qui n'amènera en rien et qui ne fera aucun changement sur le plan professionnel, ni sur le plan sanitaire, ni sur le plan humanitaire. C'est juste limiter les mariages. On ne voit pas en quoi cette chose peut aider et changer le graphe. Yossi Taïeb, je vous posais cette question pour vous faire réagir à cette déclaration du responsable de la santé de la ville de Bnei Brak qui indique que la décision prise hier par le gouvernement marque une rupture avec le Likoud et que selon lui l'alternative est une nouvelle alliance avec Naftali Bennett et Benny Gantz. Vous n'êtes pas du tout sur la même ligne, si je vous comprends bien. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que malheureusement Naftali Bennett essaye d'être opportuniste encore une fois, en essayant de toucher l'électorat, voire religieux orthodoxe. On n'en est pas là. On est à 100%. En tout cas, le parti Chasse est un parti de droite qui travaille main dans la main avec le Premier ministre. Bien entendu, dans une coalition, on peut avoir de différentes façons de voir les choses ou de penser. Et de temps en temps, on le dit aussi à voix haute et on met des vétos là où on pense que les choses ne sont pas faites d'une manière professionnelle, et c'est ce qu'on a fait hier soir.
Une dernière question avec vous, Yossi Taïeb. Est-ce que vous avez l'impression, à la suite de cette nouvelle décision, que le public orthodoxe est victime d'une forme de deux poids, deux mesures ? Est-ce que vous jugez que les religieux sont plus souvent les victimes de décisions restrictives que le public laïque ? Malheureusement, ce sont des faits. On voit que les décisions qui sont prises sont plus vite prises quand ça concerne le public religieux, voire orthodoxe, que le public, un public laïque, si on peut appeler ça un peu plus général, traditionnaliste. Malheureusement, je pense que les faits sont que le public aujourd'hui orthodoxe a créé une façon d'accepter toute décision qui soit prise contre lui, qu'elle soit bien à ses yeux ou pas. Et hier, justement, c'est ce que le public a voulu faire savoir, c'est que il en a un peu marre de devenir de la chair à canon de personnes de la coalition ou d'autres, que ce soit même du groupe professionnel qui s'occupe de ça. Moi, j'ai eu une discussion avec le professeur Gamzou où justement on disait, je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu envoies une lettre au Premier ministre d'Ukraine alors que tu aurais très bien pu le faire d'une autre façon. Donc, rappelons que c'est au sujet du pèlerinage d'Ouman, hein, pour nos auditeurs. Du pèlerinage de Ouman, tout à fait. Je ne vois pas, moi, à mes yeux, ce que je disais à M. Gamzou, la différence entre une manifestation à Balfour en face du domicile officiel du Premier ministre ou de chassidim qui vont aller à Ouman pour Rosh Hashanah. Vous pensez que les deux devraient être... Vous pensez que les deux manifestations, enfin les deux rassemblements en tout cas, auraient dû être autorisés ou au contraire annulés ou empêchés ? Je pense que dans la mesure où on prend une décision professionnelle et que la décision professionnelle est dans la mesure où elle est d'interdire, alors il faut interdire les deux ou de permettre les deux. Mais on ne peut pas se permettre d'interdire l'un et de permettre l'autre. Donc malheureusement, encore une fois, on a l'impression que les données et les décisions qui sont prises ne sont pas des décisions qui sont prises purement professionnelles, mais mêlées avec des idées politiques comme celle-ci ou comme d'autres. À mes yeux, encore une fois, je pense que la Torah nous le dit d'une manière ouverte. On a l'obligation de faire attention à nous, on a l'obligation de garder notre corps. On a, dans la mesure où les données sont qu'il faut fermer les frontières et ne pas voyager. Dans ce cas-là, on interdit en parallèle aussi ces manifestations, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup, Yossi Taïeb. Je rappelle que vous êtes député israélien du parti Chasse. Bon après-midi et à bientôt sur Radio J. Je vous en prie, merci à vous. Tout autre chose maintenant, après l'Australie et Porto Rico, la chaîne de glace israélienne Anita arrive à New York. C'est votre histoire du jour, Gabriel. L'entreprise a préparé quelques saveurs spéciales pour les habitants de Big Apple. On trouve notamment du beurre d'arachide et de la gelée de fraises, de la ricotta au mascarpone, du bretzel et du chocolat au lait, mais aussi du sorbet à la pastèque et à la menthe. Ça donne envie, hein ? La boutique propose également une option de yaourt à faire soi-même traditionnelle avec des garnitures comprenant des fruits frais, des sauces, des biscuits, des noix, des chocolats, des truffes et d'autres bonbons. La chaîne de glace israélienne compte s'étendre d'ailleurs, Gabriel, à d'autres villes du monde. L'un des propriétaires de la chaîne, Adi Avital, a déclaré au Israelium qu'il compte installer des glaciers dans des villes comme Lisbonne, Barcelone, Londres et également dans des pays comme la Nouvelle-Zélande en parallèle de boutiques supplémentaires aux États-Unis. Merci Gabriel. On ouvre maintenant la page histoire de cette édition avec la rubrique Un jour dans l'histoire. Retour cet après-midi à la fin de l'été 2005. Il y a 15 ans, les Égyptiens
étaient appelés aux urnes pour la première fois pour élire leur président. Le raïs s'appelle à l'époque encore Hosni Moubarak. Le successeur de Sadat règne d'une main de maître sur le pays. Moubarak se présente comme l'immense favori de cette édition et cette élection couverte par le monde entier. Face à lui, l'ancien pilote de l'air de l'armée égyptienne a plusieurs adversaires, dont le plus tenace s'appelle Ayman Naour, fondateur du parti libéral El Ghad. Ce docteur en droit, âgé de 40 ans, pointe les risques de fraude. Nous sommes le 7 septembre 2005. Une fois le bulletin glissé dans l'urne, tous les votants doivent alors tremper leurs doigts dans une encre indélébile. Hosni Moubarak, le président, l'a fait lui aussi tôt ce matin dans le quartier chic d'Héliopolis. Tout comme Ayman Nour, l'un de ses principaux rivaux, qui a préféré les quartiers populaires pour surveiller le bon déroulement du scrutin. Certains de mes partisans ont noté des choses pas claires, on doit vérifier, mais on suspecte des fraudes dans plusieurs bureaux du pays. Et puis regardez, j'ai déjà voté moi, mais l'encre a disparu de mon doigt. Le scrutin d'aujourd'hui est sans enjeu ou presque. Tous les observateurs se l'accordent. Hosni Moubarak est quasiment sûr d'être réélu aujourd'hui. Les archives du Journal de France de l'époque, finalement, Hosni Moubarak remportera très largement cette présidentielle avec 88,5% des voix. La participation est très faible, seulement 23%. Mais 5 ans plus tard, la révolution de la place Tahrir aura la peau du raïs Moubarak. On va terminer en musique cette demi-heure, c'est le coup de cœur du 14h. Est-ce que vous reconnaissez ce son ? Maman, le duo Itai Lévi, Stéphane Le Gars, énorme succès en 2018. Cette fois, Itai Lévi revient avec tout autre chose, une balade plus douce, un chant d'amour d'un père pour son fils. Shan Yelet Shan, dors petit, dors. Je vous souhaite, chers auditeurs, non pas une belle sieste, mais un excellent après-midi en compagnie de ma camarade Hélène Schumann, que je salue. Je vous donne pour ma part rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour une nouvelle édition du 14h de Radio J. À demain, portez-vous bien.